vous avez parlé de discussion pour le démonstrateur partage de fabrication. Un peu de détails? Oui. Non, il n'y a pas de détails encore. Il y a simplement que pour fabriquer un démonstrateur d'avion de combat NGF, il va falloir se mettre d'accord sur qui fabrique quoi. Pour l'instant, on a fait des études en commun, avec chacun certaines responsabilités sur ces études, ce qu'on a appelé la phase 1B. C'est en cours encore, ce n'est pas tout à fait fini. Et on doit maintenant finaliser la discussion sur qui fabrique quoi. Mais je ne vous en dirai pas plus à ce stade. Le calendrier, Un calendrier, normalement, on a une phase 2 qui devrait démarrer en 2026. Ça, c'est la théorie. Si vous regardez, il y a des calendriers politiques en 2027, puis en 2027. Donc, on verra si les pays tour de table sont capables de mobiliser leur politique pour obtenir les autorisations. Vous savez qu'en Allemagne, c'est le Bundestag qui décide. Et puis ici, il faudra quand même aussi un exécutif dans le cadre de l'exécution de la loi de programmation militaire. Donc voilà, sous toutes ces réserves, le calendrier théorique, c'est 2026. Et comme vous avez constaté, il y a une incertitude en France depuis quelques semaines. Il y a quelques mois d'incertitude encore. Ça, je ne sais pas dire. Je sais dire sur les quelques semaines parce que c'est derrière. Devant nous, je ne sais pas. Je pense qu'il va y avoir, on attendra ce que va dire le président de la République ce soir, sûrement une trêve entre guillemets des Jeux Olympiques. C'est plutôt dès septembre qu'il faudra réellement savoir ce qui va se passer, c'est-à-dire quel gouvernement, quel programme de gouvernance, quelles mesures, quelle loi. Il n'y a pas de majorité absolue qui se dessine, donc quelle majorité relative peut gouverner le pays pour les mois et les années à venir. C'est une inquiétude pour nous, les industriels en général, parce que, encore, nous, on est protégés chez Dassault Aviation. On a la chance d'avoir une famille qui investit son argent dans l'outil Dassault Aviation. D'autres, ce n'est pas tout à fait pareil. Vous pouvez avoir des investisseurs, et en fonction de la taxation, des changements fiscaux, des changements de réglementation, des changements de normes déjà qu'on subit depuis des mois et des mois, on verra comment les investisseurs vont se comporter. Investisseurs familiaux, parce que principalement, là je change un peu de casquette, à l'UMM c'est 90% de PME, beaucoup des entreprises familiales, elles sont inquiètes. Et puis les autres, c'est souvent des investisseurs étrangers, et ils peuvent être aussi inquiets, et donc vous savez, l'inquiétude ne favorise pas la dépense. Vous avez vu peut-être à Salon Farnborough, à côté de la Manche, et il y a incertitude sur le projet Tempest, il semble. Que pensez-vous? Écoutez, oui, j'ai vu ça, j'ai vu la présentation de leur maquette, de leur forme, j'ai relu les déclarations des uns et des autres qui essayent de favoriser leur avion. Effectivement, on a senti certaines réserves sur le fait que ça soit vraiment lancé ou pas, mais bon, ça c'est à eux de répondre à vos questions, pas à moi. Oui, bonjour, Delphine Dion, Investir. Est-ce que vous pourriez revenir un petit peu sur tout ce qui est supply chain, parce que c'était quand même un peu la problématique toujours, et sur ce qui vous permet d'être confiant sur le fait que vous livrerez bien, vous serez bien aux 6 milliards de chiffre d'affaires. Et dans cette logique aussi, en regardant un peu plus loin, est-ce que vous pouvez revenir sur en fait, le calendrier des livraisons des Rafales à l'export, en fait, en termes de ce qui pourrait amener l'année prochaine à la poursuite de la hausse du chiffre d'affaires, des choses comme ça, s'il vous plaît. Alors pour répondre à la deuxième question d'abord, on ne guide pas les livraisons à venir, donc ça vous le savez, donc je le redis. On a un carnet de commandes plein, donc on a des contrats. Sur le Rafale, on a des contrats signés, donc on se doit de livrer à l'heure. Pour l'instant, c'est ce qu'on fait. On a eu un peu de retard sur les avions de l'année dernière, mais à peu de choses près, on essaye de tenir cette montée en cadence, parce qu'en réalité, on a beaucoup d'avions à livrer dans les années qui viennent. Donc on est au milieu du sujet, on doit bien surveiller non seulement nos sous-traitants, mais nous-mêmes. Il ne faut pas non plus sous-estimer le fait que la désorganisation liée à ce qu'on appelle les manquants a créé aussi des plans de rattrapage chez nous qui sont compliqués à mettre en œuvre et sur lesquels il faut qu'on soit très attentif
Ceci dit, je suis quand même relativement optimiste sur le fait qu'on arrivera à livrer les Rafales du carnet de commandes, et pour tout vous dire, je suis même prêt à prendre des nouvelles commandes. Donc voilà, ça doit vous rassurer. Sur les sous-traitants, ce qu'on fait, c'est que on est tout azimut, c'est-à-dire qu'on a des équipes de chez nous qui vont chez les sous-traitants, pour certains qui les aident à faire le travail, parce qu'il y a des difficultés de main-d'œuvre, il y a des difficultés de process. Deux, dans les négociations qu'on a avec eux en permanence, on essaye de les aider aussi. On peut faire des avances, par exemple, pour que leur BFR soit couvert. Normalement, c'est le rôle des banques, mais bon, vous savez, avec l'inflation qui a skyrocketé, les banques ont été un petit peu plus tendues voilà. On a les fonds aussi, le fonds qu'on a mis en place, Aerofond, avec les 4 grands partenaires que sont Airbus, Thales, Safran et nous-mêmes. On a aussi des fonds qui permettent d'augmenter les fonds propres de certaines entreprises pour justement être capable de faire face à cette montée en puissance, qui n'est pas que chez nous, qui est aussi évidemment chez Airbus. Donc on a tout un tas de moyens, mais on est au milieu du gué. C'est un tout petit peu plus dur pour Falcon, pour tout vous dire, parce qu'on a une usine supplémentaire qui est aux États-Unis, à Little Rock, et que quand l'avion n'est pas tout à fait fini et qu'on l'envoie quand même là-bas, il faut continuer à poursuivre un certain nombre d'applications, de modifications, voire de retards, voire de jeux d'équipements qui tournent entre les États-Unis et nous-mêmes. Ça crée un peu plus encore de désordre, donc voilà, on est au milieu de ça. Ça va durer quand même, malgré tout. Ce que j'espère, c'est que la situation actuelle ne s'envenime pas trop pour l'ensemble de nos fournisseurs. Je dis ça sans savoir ce qui va se passer, mais si les investisseurs hésitent, c'est pas très bon non plus. Donc il faut qu'il y ait quand même un élan et une stabilité des mesures pour que les investisseurs soient au rendez-vous aussi. Donc bon, on est bien au milieu du gué là. Et sur le marché des Falcons, justement, vous faites référence à la problématique des élections américaines, ça temporise complètement le marché. Sur le marché Falcon, nous, on a fait un pari. Le pari, c'est, on continue à vendre, bien sûr, des Falcon 2000 et des Falcon 8X, mais notre pari, c'est de vendre beaucoup de 6X et demain, beaucoup de 10X. Donc, on est dans ce moment tournant entre une gamme un peu plus ancienne et une gamme très moderne. Ça a été très agressif pour nous de développer 2 avions en même temps, de les mettre en... On a eu le Covid au milieu, on a cette difficulté de la supply chain, mais on est très content d'avoir ces 2 avions dans le portefeuille. Donc on espère bien que ça va booster les ventes dans les années à venir. Et vous ne craignez pas que le problème des élections, ça ralentisse au moins, ça bloque au moins le marché jusqu'à la fin de l'année ? Vous savez, quand on est à la tête d'une entreprise, on craint toujours les problèmes, mais on fait face et on les règle. Tout là, on n'a pas le choix. Donc voilà, il n'y a pas des problèmes, on en aura d'autres. Pour l'instant, ce qui m'inquiète le plus, c'est l'environnement local français. Bonsoir, Marc Baron. Et en fait, concernant les drones de combat, quel est le positionnement de votre projet par rapport au SCAF? Est-ce que ça, c'est un système pour l'export? C'est autre chose par rapport au travail d'Airbus là-dessus pour le SCAF? Comment on doit un petit peu interpréter ça? Sur les drones, non? Sur quoi? Et quel est le début de la question? C'est les drones? C'est les drones. Oui, non, le drone. Le drone, pour nous, c'est pas dans le SCAF. Il y a des petits drones qui sont dans le SCAF, ce qu'on appelle des remote carriers, des petits drones d'accompagnement. Ça fait partie des études. On n'est que dans des études technologiques et dans des démonstrations dans le cadre du SCAF. Ces petits drones, nous, ce qu'on propose à la France, c'est un drone de combat accompagnateur de l'avion Rafale dans un standard F5 pour que ça marche ensemble à l'horizon un petit peu après 2030. Voilà. Donc c'est décorrélé du SCAF. Oui, à propos du démonstrateur du SCAF, est-ce qu'il vous paraît pas de plus en plus dans le brouillard? Parce que ce SCAF est né au forceps,
on ne sait pas trop ce que veulent les utilisateurs. Je remarque quelques petits détails. Votre partenaire Airbus, son PDG, Guillaume Faury, a été interrogé par la presse longuement. Pas un mot sur le SCAF. Je sais qu'ici, chez Dassault, on vit tranquille avec ou sur le SCAF, hein, à vrai dire. Votre partenaire allemand est certainement pris par d'autres affaires prochaines d'élections et n'en parle pas plus que les autres. Enfin, les partenaires de ce SCAF ne sont pas stimulés par la concurrence anglaise. Parce que ce matin, à Farnborough, on a vu l'image de leur avion. Ça a dû faire sourire pas mal de monde à Saint-Cloud, ça. Écoutez, on est engagé par contrat à faire des études de démonstration. Aujourd'hui, c'est ça qu'on appelle la phase 1B. On fait le travail, honnêtement. Comme toujours chez Dassault, on a dit qu'on le faisait, on le fait. On se prépare à une phase 2 de fabrication du démonstrateur. Maintenant, on est loin d'un programme. On est loin de dire qu'on lance un nouveau programme, un nouvel avion de combat, un nouveau système, etc. Donc, on verra. On a beaucoup de travail aussi sur le Rafale, comme je l'ai indiqué, avec le futur standard, avec le développement, on l'espère, d'un drone de combat. On débute ces études sur le F5. Donc, on a un certain nombre de sujets en parallèle. Voilà. Bon, on verra bien ce que les États décident, puisque c'est aux États aussi de décider. Nous, on pousse nos projets derrière et on fait le travail pour lequel on a signé des contrats. Après, il y a d'autres contrats à signer demain, donc il y aura d'autres discussions, d'autres négociations. On verra bien aussi comment tout ça évolue. Quant aux Anglais, je fais pas de... On n'a pas souri parce qu'on a beaucoup de travail et qu'on ne regarde pas trop de l'autre côté de la Manche ce qui se passe. Et une chose qui est sûre, c'est que cet avion n'ira pas sur un porte-avions. Finir par le mot de la fin. Là. Cet avion n'ira pas sur un porte-avions. Et je rappelle que dans le SCAF, le NGF doit aller sur un porte-avions. Une toute autre question à propos de Cergy. Le choix de Cergy en région parisienne était quand même un peu surprenant quand tout le monde va du côté de Toulouse, Bordeaux, pour les usines de production. Qu'est-ce qui vous a motivé dans ce choix? Et moi, j'ai bien lu que l'inauguration était prochaine et que les premiers transferts d'Argenteuil allaient se faire. Alors, l'autre question, vous n'avez pas parlé, est-ce que ça va faciliter l'augmentation des cadences du Rafale? Est-ce que ça va être plus facile de monter à cadence 3 ou 4? Ensuite, toujours sur Cergy, j'ai l'impression que vous avez été obligé de planter toute une forêt pour justifier le carbone que cette usine allait faire. Alors, est-ce que cette forêt de 1000, je ne sais pas combien d'hectares, elle va calmer les écologistes et nous fiche la paix avec les avions d'affaires? Enfin, dernière question sur Cergy. Que va devenir Argenteuil après son départ des productions? Alors, sur Cergy, à l'origine, on avait un projet de modernisation parce qu'on faisait de l'usine lourde avec de la fabrication des pièces primaires et il y avait un moment donné, il fallait qu'on modifie, qu'on change, qu'on adapte, qu'on modernise l'outil de production. Et c'est toujours excessivement difficile de moderniser quand on travaille. Et donc, on a fait des projets de modernisation, on a eu des projets de modernisation. On aurait pu se dire, on ferme Argenteuil et on part à Mérignac, par exemple, ou je sais pas, à Martignas, ou à Biarritz. Bon, il aurait fallu en discuter avec les représentants des salariés. Les compétences étaient plutôt à Argenteuil, donc on a coupé le sujet en deux. On a fait partir les fabrications de pièces primaires vers Seclin.
qui est devenue notre usine de fabrication de pièces primaires, avec une très belle usine qu'on a aussi modernisée. On a fait beaucoup de travaux, qui est maintenant totalement opérationnelle. Donc les pièces primaires sont parties là-bas, donc les grosses machines sont parties là-bas. On a réembauché beaucoup de monde parce que peu ont suivi. Le problème de la France, c'est que peu de gens suivent. Autant on a réussi à faire partir beaucoup de gens à Bordeaux d'un point de vue bureau d'études, autant ça a été plus difficile de faire bouger les compagnons de Argenteuil vers Seclin. Et on a gardé dans cette petite usine beaucoup plus moderne les capacités d'assemblage, principalement de l'aménagement du fuselage Rafale, qui est la partie sensible qui se fait à Argenteuil. Voilà. Ce choix a été fait en concertation avec les partenaires sociaux, dans un dialogue bien compris des uns et des autres. Et maintenant, je pense que tout le monde est content et a hâte d'aller retrouver son nouvel outil de travail, bien plus moderne. Et c'était bien plus facile que de moderniser ce grand site. C'est plus petit et c'est plus moderne. Sur la forêt, non, c'est pas lié à Cergy. On l'a choisi de le faire d'une manière générale, mais ça fait partie de la RSE, d'une certaine manière, de dire, bon, comme on fabrique, on est dans l'aviation, on fait des usines, bon, on va aussi jouer sur le fait qu'on va favoriser des zones où on fait repousser des arbres. Si je prends Mérignac, par exemple, là, c'est une obligation. Quand on a coupé des arbres à Mérignac pour construire et moderniser l'usine de Mérignac pour en faire plus, pour pouvoir embaucher aussi plus là-bas, on a replanté des arbres à Mérignac. Ça, c'est une obligation. Ce qu'on a fait dans le Val d'Oise, ce n'était pas une obligation, c'était un acte volontariste de notre part dans le cadre de notre politique RSE. Voilà. Donc, je pense que tout ça est bien compris par l'ensemble de nos salariés. Pardon ? Ah oui, alors ça, je vous invite à me reposer la question en janvier, parce que c'est le problème de la JMD, c'est plus mon problème de Dassault Aviation. Non, pour être plus sérieux, on a 1 an pour dépolluer le site. Comme on ne va pas laisser une friche industrielle à Argenteuil, donc on va nettoyer complètement le sol, et on rendra cette superficie à la JMD après avoir complètement traité le nettoyage et la dépollution du sol à Argenteuil. Et après, c'est le problème de la JMD de voir ce qu'elle fera de ce terrain, s'il y aura des projets. Il y a des discussions avec le maire de Argenteuil, qui ne sont pas toujours faciles, pour tout vous dire, mais c'est plus mon sujet. Ça risque de le redevenir, hein, donc je suis prudent. Encore Pierre Tran. En tant qu'actionnaire, comment vous avez vu la chute de cours de Thales ce matin? Presque 5% de moins. Bon, résultat correct, disons, mais en tant qu'actionnaire... Je vais être prudent parce que je ne sais pas si mon cours va monter ou descendre en fonction de ce qu'on s'est raconté là. Donc, vous voyez, je suis très prudent. Moi, je vais vous dire, je crois beaucoup dans Thales. Donc, honnêtement, le cours baisse un peu. Bon, il y a une petite déception du marché, je ne sais pas pourquoi, sûrement peut-être le cash. Hein, c'est ce que me disent mes financiers. La valorisation et la valeur de Thales est bonne, vu de ma fenêtre. Donc, on est très content de notre investissement dans Thales. D'abord, ça nous rapporte des dividendes. Hein. Ça ne vous a pas échappé que la moitié des résultats nets viennent de Thales, donc c'est quand même une bonne chose. Et c'est une société qui se développe bien, qui augmente sa marge opérationnelle. Donc, honnêtement, j'incite le marché à investir dans Thales. C'est pas grave si ça baisse. D'accord. Et l'assemblage au taux de production de Rafale, c'est prévu 3 par mois cette année, à peu près? Alors, je vais vous dire, c'est toujours la même réponse que je fais, ça dépend où. Si vous prenez ce cas, on a dépassé 3 sur certains cas, et c'est plus dur dans l'assemblage final, parce que l'assemblage final, c'est comme le Lego, quand il manque une pièce, on n'arrive pas à... Voilà. Donc, j'en reviens à la problématique des manquants. C'est plus difficile de passer aujourd'hui à 3 à Mérignac. D'ailleurs, c'était plus pour l'année prochaine que pour cette année. Cette année, on est en montée. On a 20 avions à livrer. Donc, vous voyez, 20, ce n'est pas une cadence 3, c'est une cadence 2, hein, à peu de choses près. Voilà. Donc, on va continuer à grimper. Les usines amont
de fabrication de pièces primaires, nos sous-traitants et les usines d'assemblage sont en train de monter en puissance pour être capables de livrer les Rafales conformément à nos contrats. Et on a encore un peu de capacité à prendre des nouveaux contrats. Donc, il n'y a pas de... Les problématiques de cadence, pour l'instant, c'est l'assemblage final qui est le plus difficile. Parce qu'en fait, vous avez fait pour résultat 2023 que en fait c'était prévu qu'il y ait un de plus, mais il y avait un retard. Oui, mais ce que j'ai dit tout à l'heure, il y avait un petit retard qu'on a non pas rattrapé, mais on n'a pas eu un retard si important que ça. Voilà. Dans la suite de la question de Pierre, en tant qu'actionnaire, de quel œil verriez-vous un possible rapprochement dans l'espace entre les activités de Thales et les activités d'Airbus? Est-ce que vous seriez favorable? Est-ce qu'il y aurait un intérêt stratégique? Est-ce qu'il y a des discussions? No comment. Je ne commande pas. Je traduis. No comment ne veut pas dire que vous n'avez plus le droit de poser des questions. Hein. Bon, si le sujet est épuisé, bah écoutez, merci d'être venu et d'avoir assisté à ces résultats. Bonnes vacances pour ceux qui en prennent. Nous, on va en prendre un peu parce que le mois de septembre risque d'être relativement occupé. Merci à vous et à très bientôt.